Chaque année, des millions de voyageurs de plus de 65 ans prennent l'avion. Certains voyagent depuis des décennies et pensent tout savoir sur le sujet. D'autres reprennent l'avion après une longue pause et découvrent que les règles ont changé, que les aéroports ont évolué et que ce qui était simple avant l'Est un peu moins maintenant. Et dans les deux cas, les habitués comme les néophytes, il existe une série de conseils pratiques, médicaux, logistiques et réglementaires que personne ne prend le temps de regrouper au même endroit, et dont la méconnaissance transforme ce qui devrait être le début d'une belle aventure en source de stress, de fatigue et de complications évitables. Dans cette vidéo, on va passer en revue les 10 conseils les plus importants que tout voyageur de plus de 65 ans devrait connaître avant de monter dans un avion. Des conseils qui concernent votre santé, votre confort, vos droits, votre préparation, et qui vont changer la façon dont vous vivez chaque étape de votre voyage, de la réservation jusqu'à l'atterrissage. Parce que voyager après 65 ans n'est pas plus difficile qu'avant, c'est juste différent. Et cette différence, bien préparée, devient un avantage. Voici ce que vous devez savoir. En 10e position, le conseil que les médecins donnent systématiquement et que les voyageurs oublient systématiquement. Celui qui concerne la préparation médicale avant le voyage, et qui commence par une consultation que beaucoup repoussent parce qu'ils se sentent bien et ne voient pas pourquoi ils en auraient besoin. Vous vous sentez bien, vous n'avez pas de symptômes particuliers, vous prenez vos médicaments habituels et vous n'avez aucune raison de penser qu'un vol va poser le moindre problème. C'est exactement dans cet état d'esprit, serein, confiant, sans alerte visible, que la plupart des voyageurs de plus de 65 ans embarquent sans avoir consulté leur médecin au préalable. Et c'est une erreur. Pas parce que voyager à cet âge est dangereux, ça ne l'est pas, dans la grande majorité des cas. Mais parce qu'un vol en avion crée des conditions physiologiques spécifiques, pression réduite en cabine, air sec, immobilité prolongée, décalage horaire, qui peuvent interagir avec des pathologies existantes ou des traitements en cours de façon que vous n'auriez pas anticipé sans l'avis d'un professionnel de santé. La consultation prévoyage avec votre médecin traitant devrait être aussi systématique que la vérification de votre passeport. Elle permet de s'assurer que vos traitements en cours sont compatibles avec les contraintes d'un vol long courrier, d'obtenir si nécessaire une lettre médicale en anglais qui facilitera votre prise en charge en cas d'urgence à l'étranger, et d'anticiper les ajustements éventuels de posologie liés au décalage horaire, un sujet souvent négligé qui concerne en particulier les diabétiques insulinodépendants et les patients sous anticoagulants. Votre médecin peut également vous prescrire des bas de contention adaptés à votre morphologie et à vos antécédents vasculaires, une prescription remboursée qui fait toute la différence sur un vol de plus de 4 heures. Cette consultation n'est pas un obstacle au voyage, c'est ce qui vous permet de voyager avec la sérénité que vous méritez. En 9e position, le conseil logistique que les voyageurs expérimentés appliquent sans y penser et que les voyageurs moins habitués découvrent souvent trop tard et qui concerne la façon de traverser l'aéroport sans s'épuiser avant même d'être monté dans l'avion. Vous êtes arrivé à l'aéroport avec 2 heures d'avance, vous avez enregistré votre bagage, passé la sécurité et maintenant vous devez rejoindre votre porte d'embarquement. Elle est au terminal 2E, couloir K, porte 47. Ce qui, dans la réalité d'un grand aéroport international, signifie entre 800 mètres et 2 km de marche avec votre bagage à main sur des sols durs, dans un environnement bruyant et souvent mal signalisé. Dans un bon jour, c'est gérable. Dans un jour de fatigue, de douleur articulaire ou après une nuit de sommeil insuffisante, c'est épuisant. Et vous montez dans l'avion, déjà fatigué, avant même que le vol ait commencé. Ce que la plupart des voyageurs de plus de 65 ans ignorent. L'assistance aéroportuaire est un service gratuit, accessible à tous, qui n'est pas réservé aux personnes en fauteuil roulant ou aux grands invalides. Toute personne qui en fait la demande peut bénéficier d'une assistance pour traverser l'aéroport. Un accompagnement en fauteuil roulant ou en voiturette électrique qui vous conduit de l'enregistrement jusqu'à la porte d'embarquement, puis de la porte d'arrivée jusqu'à la sortie de l'aéroport. Ce service est gratuit, il est garanti par la réglementation européenne pour tous les passagers qui en font la demande et il se réserve au moment de l'achat du billet ou en contactant la compagnie aérienne au moins 48 heures avant le départ. Vous n'avez pas besoin de justifier médicalement votre demande. Vous n'avez pas besoin d'être en difficulté grave. Il vous suffit d'anticiper que la traversée de l'aéroport sera fatigante et de demander l'aide disponible avant d'en avoir besoin plutôt qu'après. C'est ça, voyager intelligemment. En 8e position, le conseil médical que les cardiologues, les phlébologues et les médecins du voyage répètent inlassablement. Et que les voyageurs entendent sans vraiment l'appliquer parce qu'il concerne un risque qui est invisible jusqu'au moment où il ne l'est plus. Vous avez un vol de 8 heures devant vous, vous êtes bien installé dans votre siège, vous avez un bon livre, un film que vous n'avez pas encore vu, vous ne bougez pas beaucoup, c'est confortable, c'est reposant et vous pensez que c'est exactement ce dont vous avez besoin pour arriver frais à destination. Ce que vous ne voyez pas, c'est ce qui se passe dans vos veines pendant ces 8 heures d'immobilité.
La thrombose veineuse profonde, communément appelée syndrome de la classe économique, même si elle touche toutes les classes, est une formation de caillots dans les veines profondes des jambes, favorisée par l'immobilité prolongée, la déshydratation et la pression réduite en cabine. Son risque augmente avec l'âge, avec certaines pathologies cardiovasculaires et avec certains traitements hormonaux. Et son évolution vers une embolie pulmonaire, complications graves et potentiellement fatales, est silencieuse jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. La prévention est simple, documentée et efficace. Levez-vous et marchez dans l'allée toutes les heures. Faites des exercices de rotation des chevilles et de flexion des pieds depuis votre siège. 20 répétitions toutes les 30 minutes. Portez vos bas de contention pendant toute la durée du vol. Hydratez-vous régulièrement avec de l'eau, pas du café, pas de l'alcool qui accélèrent tous les deux la déshydratation en cabine. Et si vous êtes sous anticoagulant, vérifiez avec votre médecin si votre posologie habituelle suffit ou si un ajustement préventif est recommandé pour les longs courriers. Ces gestes prennent 30 secondes. Ils peuvent vous sauver la vie. Et ils ne coûtent rien, sauf l'attention que vous leur accordez. En 7e position, le conseil pratique que les voyageurs découvrent toujours trop tard, parce qu'il concerne les médicaments, leur transport et les règles qui s'y appliquent dans les aéroports et aux frontières. Des règles que personne ne regroupe clairement au même endroit. Votre trousse à pharmacie est prête, vous avez vos médicaments habituels, vos médicaments de secours, peut-être quelques comprimés pour le mal des transports ou pour faciliter le sommeil pendant le vol. Vous les avez glissés dans votre bagage cabine, logiquement, pour les avoir à portée de main. Et à la sécurité, un agent vous demande de présenter votre ordonnance pour les médicaments sous forme liquide qui dépassent 100 ml ou pour les médicaments contenant des substances contrôlées dans certains pays. Si vous n'avez pas cette ordonnance sur vous, pas une copie, l'original ou une version officielle, vous pouvez vous retrouver dans une situation de justification complexe à quelques minutes de votre embarquement. Les médicaments sont le point de friction le plus fréquent entre les voyageurs de plus de 65 ans et les contrôles de sécurité aéroportuaires. Parce que les personnes de cet âge prennent en moyenne plus de médicaments que les autres catégories d'âge. Et parce que les règles de transport de ces médicaments sont méconnues. La préparation idéale. Conservez tous vos médicaments dans leurs emballages d'origine avec la notice, jamais dans des piluliers anonymes lors du passage en sécurité. Faites établir par votre médecin une lettre médicale en français et en anglais listant vos traitements, les dosages et les raisons médicales. Cette lettre est indispensable dans certains pays qui classent comme substances contrôlées des médicaments courants en France. Si vous voyagez avec des seringues ou du matériel d'injection pour le diabète ou d'autres pathologies, une attestation médicale est obligatoire pour passer la sécurité sans difficulté. Et vos médicaments essentiels voyagent toujours en cabine, jamais en soute, où ils risquent d'être perdus, endommagés par les variations de température ou inaccessibles en cas d'urgence pendant le vol. Si cette vidéo vous est utile, abonnez-vous à la chaîne, on publie régulièrement des conseils pratiques pour voyager mieux, plus sereinement, et en évitant les situations que personne ne vous explique à l'avance. Le bouton est juste en dessous de la vidéo. En 6e position, le conseil qui concerne l'alimentation et l'hydratation pendant le vol, deux sujets que les voyageurs de plus de 65 ans gèrent souvent par habitude plutôt que par connaissance, et dont une mauvaise gestion peut transformer un vol long courrier en expérience physiquement éprouvante. Vous montez dans l'avion, vous avez bu un café au départ, vous boirez peut-être un verre de vin avec le repas, et vous prendrez ce qu'on vous sert sans trop y réfléchir. C'est ce que font la plupart des passagers, et c'est une approche qui fonctionne raisonnablement bien pour des adultes jeunes en bonne santé. Pour les voyageurs de plus de 65 ans, elle mérite d'être revue. La pression réduite en cabine, équivalente à une altitude de 2000 à 2500 mètres, diminue le taux d'oxygène disponible dans le sang, augmente la fatigue et accentue la déshydratation. L'organisme d'un senior réagit plus sensiblement à ces variations que celui d'un adulte jeune, les mécanismes de régulation sont moins réactifs et la récupération après un vol fatigant prend plus de temps. La règle de base pour l'hydratation. Buvez un verre d'eau toutes les heures de vol, indépendamment de votre sensation de soif, parce que la sensation de soif est moins fiable avec l'âge. Évitez l'alcool et limitez le café. Deux diurétiques qui accélèrent la déshydratation dans un environnement déjà sec. Pour l'alimentation, si vous suivez un régime médical spécifique, régime sans sel, sans gluten, diabétique, végétarien ou halal, commandez votre repas spécial au moment de la réservation ou au moins 48 heures avant le départ. Les repas spéciaux sont gratuits sur la quasi-totalité des compagnies long courrier. Ils sont souvent de meilleure qualité que le repas standard et ils vous garantissent de ne pas vous retrouver en fin de service avec les restes du plateau général qui ne correspondent pas à vos besoins nutritionnels. En 5e position, le conseil financier que personne ne mentionne dans les guides de voyage pour seniors et qui concerne l'assurance voyage, ses limites réelles et pourquoi les personnes de plus de 65 ans ont besoin d'une protection spécifique que les assurances standards ne fournissent pas. Vous avez pris une assurance voyage. Vous l'avez choisie parce qu'elle semblait complète, parce qu'elle n'était pas trop chère et parce que vous pensiez être couvert pour l'essentiel.
Ce que vous n'avez peut-être pas vérifié, c'est la clause d'âge et la clause de pathologie préexistante, deux exclusions qui concernent directement les voyageurs de plus de 65 ans et qui font de certaines assurances standards des protections beaucoup moins efficaces qu'elles n'y paraissent. La clause d'âge. Certaines assurances voyage plafonnent leur garantie pour les voyageurs au-delà d'un certain âge ou excluent purement et simplement certaines couvertures après 65 ou 70 ans. La clause de pathologie préexistante, la majorité des assurances voyage standard exclut les complications médicales directement liées à une pathologie que vous aviez avant de partir. Ce qui, pour un voyageur de plus de 65 ans qui suit un traitement pour le cœur, le diabète ou la tension, peut représenter une exclusion très large. Ce que vous devez chercher, une assurance voyage spécifiquement conçue pour les seniors, sans limite d'âge restrictive, avec une couverture explicite des pathologies préexistantes stabilisées. Des assureurs comme Shapka, Europe Assistance ou AXA Travel proposent des formules adaptées, plus chères que les assurances standards, mais dont la couverture réelle est sans commune mesure avec ce que vous obtenez avec un produit générique. Vérifiez également que votre assurance couvre le rapatriement médical, un poste de dépense qui peut atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros sans couverture adéquate, et l'assistance téléphonique médicale disponible 24 heures sur 24 depuis n'importe quel pays. Ce n'est pas une dépense superflue, c'est la condition qui vous permet de voyager avec une tranquillité d'esprit réelle. En quatrième position, le conseil sur le choix du siège, un sujet qui semble anodin mais qui peut faire une différence considérable sur le plan du confort, de la santé et de la sécurité pour les voyageurs de plus de 65 ans sur les vols moyens et longs courriers. Vous avez réservé votre siège, vous avez pris ce qui était disponible ou vous avez choisi côté fenêtre parce que vous aimez voir le paysage. Et pendant 6 heures, vous vous retrouvez coincé contre le hublot, incapable de vous lever facilement pour aller aux toilettes ou marcher dans l'allée sans déranger vos voisins. Ce qui vous pousse à rester immobile plus longtemps que vous ne le devriez. Le choix du siège n'est pas une question de confort personnel, c'est une question médicale pour les voyageurs dont la mobilité est réduite, dont les articulations sont douloureuses ou dont le risque vasculaire est élevé. La règle est simple et sans ambiguïté. Choisissez systématiquement un siège côté couloir. Pas la fenêtre, pas le milieu, le couloir. Il vous permet de vous lever quand vous le souhaitez sans contrainte sociale, de marcher régulièrement et de rejoindre les toilettes sans effort d'acrobatie qui sollicitent inutilement vos articulations et votre équilibre. Les sièges supplémentaires en termes d'espace, sortie de secours, première rangée de chaque zone, rangée avec espace supplémentaire pour les jambes, sont particulièrement recommandés pour les voyageurs dont la mobilité articulaire est réduite. Ils sont souvent payants à la réservation, mais peuvent être disponibles gratuitement au moment de l'enregistrement en ligne 24 heures avant le vol si des places restent libres. L'outil Seat Guru vous permet de consulter le plan exact de la cabine de votre vol et d'identifier les sièges les plus confortables avant de choisir. Quelques minutes sur ce site peuvent changer significativement votre expérience à bord. Et si vous voyagez avec un compagnon, réservez 2 sièges côté couloir de part et d'autre de l'allée centrale. Vous resterez à portée de conversation tout en ayant chacun un accès libre à l'allée. En troisième position, le conseil sur les droits des voyageurs seniors dans les aéroports et à bord des avions, des droits réels, légalement garantis, que la plupart des personnes de plus de 65 ans ne connaissent pas et donc n'utilisent jamais. Vous avez des droits dans cet avion. Pas des droits vagues et théoriques, des droits précis, garantis par la réglementation européenne qui s'appliquent à vous dès que vous le demandez. Le droit à l'embarquement prioritaire. Toutes les compagnies aériennes sont tenues de proposer un embarquement prioritaire aux passagers qui en ont besoin en raison de leur âge ou de leur mobilité réduite. Vous n'avez pas à justifier médicalement ce besoin. Il vous suffit de le signaler à l'agent d'embarquement. Le droit à l'assistance aéroportuaire. Comme mentionné plus tôt, ce service gratuit s'applique sur l'ensemble du trajet aéroportuaire. Enregistrement, sécurité, porte d'embarquement et à l'arrivée. Il se réserve à l'avance et ne nécessite aucune justification médicale. Le droit à un siège adapté. Si votre mobilité est réduite, vous avez le droit de demander à être placé dans un siège facilement accessible, proche d'une sortie ou d'une allée, sans frais supplémentaires dans la plupart des cas. Ce que beaucoup ignorent, si vous voyagez avec un équipement médical, canne, déambulateur, fauteuil roulant personnel, la compagnie aérienne est tenue de le transporter gratuitement, en plus de votre franchise bagage normal. Votre fauteuil roulant vous accompagne jusqu'à la porte de l'avion et vous est restitué dès la sortie de l'appareil, pas au tapis de récupération des bagages. Et si votre fauteuil roulant est endommagé pendant le transport, la compagnie est tenue de le remplacer ou de le réparer à ses frais.
Ces droits existent depuis le règlement européen de 2006, et ils sont trop peu réclamés par ceux qui en auraient le plus besoin. Pour ne rater aucun de nos prochains conseils pratiques sur le voyage, que vous ayez 65 ans, 70 ans ou plus, abonnez-vous à la chaîne. On publie régulièrement des vidéos sur les droits des passagers, les astuces pour voyager sereinement, et tout ce que les compagnies aériennes ne vous diront jamais spontanément. C'est gratuit, et ça peut vraiment changer votre façon de voyager. En deuxième position, le conseil sur la gestion du décalage horaire, un phénomène que tous les voyageurs connaissent, mais dont l'impact sur les personnes de plus de 65 ans est significativement plus prononcé que sur les adultes plus jeunes, et qui mérite une stratégie de préparation spécifique. Vous rentrez de New York, vous avez un décalage de 6 heures à absorber, et vous pensez que quelques jours suffiront pour récupérer, comme ça a toujours été le cas avant. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que la capacité de récupération du rythme circadien diminue avec l'âge. Les mécanismes biologiques de resynchronisation sont plus lents, et ce qui prenait 2 jours à 20 ans peut en prendre 4 à 70 ans. Le décalage horaire mal géré n'est pas seulement une question de fatigue, il peut déstabiliser des traitements médicaux dont la prise est liée à des horaires précis, aggraver des troubles du sommeil existants et générer une confusion temporelle qui peut être anxiogène chez les personnes qui y sont sensibles. La stratégie de préparation la plus efficace commence avant le départ. Décalez progressivement vos horaires de sommeil dans le sens du voyage dans les 2 ou 3 jours qui précèdent, de 1 à 2 heures par jour selon votre tolérance. Pendant le vol, synchronisez immédiatement votre montre sur l'heure du pays de destination et comportez-vous en fonction. Dormez si c'est la nuit là-bas, restez éveillé si c'est le jour. À l'arrivée, exposez-vous à la lumière naturelle le plus tôt possible, c'est le signal le plus puissant pour resynchroniser votre horloge biologique. Et si vous prenez des médicaments à horaire fixe, consultez votre médecin avant le départ pour établir un protocole d'ajustement progressif de vos prises. En particulier pour l'insuline, les anticoagulants et les médicaments cardiovasculaires, dont le timing précis est cliniquement important. Et en première position, le conseil numéro 1 de cette liste, celui dont l'impact dépasse tous les autres réunis, celui qui s'applique avant même que vous n'arriviez à l'aéroport et qui commence par une décision que vous prenez au moment de réserver votre billet, pas le matin du départ. Vous préparez votre voyage, vous choisissez votre destination, votre hôtel, vos activités. Et vous réservez votre billet en quelques clics sans vous poser certaines questions qui, pour un voyageur de plus de 65 ans, méritent d'être posées explicitement avant que la réservation ne soit confirmée. La question du vol direct. Pour les voyageurs de plus de 65 ans, et en particulier pour ceux dont la mobilité est réduite ou dont les antécédents cardiaques sont significatifs, la correspondance n'est pas seulement une contrainte de confort, c'est un facteur de risque réel. Une correspondance serrée dans un grand aéroport international, c'est entre 800 mètres et 2 km à parcourir en un temps limité, avec vos bagages dans un aéroport que vous ne connaissez peut-être pas, avec la pression de rater votre second vol. C'est une situation de stress physique et mental qui peut être évitée avec un vol direct, souvent disponible sur les grandes destinations, parfois à un tarif similaire ou légèrement supérieur à l'option avec correspondance. Quand le vol direct est impossible ou trop coûteux, la règle est absolue. Choisissez une correspondance d'au moins 2h30 dans un grand aéroport et 3 heures dans un aéroport dont vous ne connaissez pas la configuration. Demandez l'assistance aéroportuaire pour la correspondance. Elle s'applique aussi au transit et elle vous permettra d'être conduit de votre porte d'arrivée à votre porte de départ sans effort. Signalez votre besoin d'assistance au moment de la réservation, pas le jour du vol. Et choisissez des vols aux horaires qui vous permettent de voyager dans les meilleures conditions physiques possibles, un départ en milieu de matinée plutôt qu'à 5 heures du matin, une arrivée en début de soirée plutôt qu'en pleine nuit. Ces choix semblent anodins au moment de la réservation. Ils font toute la différence sur l'ensemble du voyage. Voyager après 65 ans, c'est voyager avec une connaissance précise de ses besoins et la sérénité de les avoir anticipés. Ces 10 conseils vous racontent une histoire que les compagnies aériennes, les agences de voyage et les guides touristiques ne prennent pas le temps de raconter aux voyageurs de plus de 65 ans, l'histoire d'un voyage qui se prépare différemment, qui s'anticipe plus précisément et qui se vit avec une qualité d'expérience bien supérieure à partir du moment où l'on connaît les règles du jeu. De la consultation médicale pré-voyage à la gestion du décalage horaire, de l'assistance aéroportuaire aux droits réglementaires, du choix du siège à la prévention de la thrombose, 10 conseils qui ne demandent aucun équipement sophistiqué, aucun budget exceptionnel et aucune connaissance technique particulière. Juste de l'information et la décision de l'appliquer. Parce que voyager après 65 ans, c'est souvent voyager avec plus de liberté qu'avant, plus de temps, plus de disponibilité, plus d'envie de découvrir. Et cette liberté mérite d'être protégée par une préparation à la hauteur. Si cette vidéo vous a appris quelque chose d'utile, laissez un pouce bleu, ça nous aide énormément à faire connaître ces conseils à ceux qui en ont besoin. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucun de nos prochains contenus sur le voyage, les droits des passagers et tout ce qui vous permet de partir l'esprit tranquille.
Et dites-nous en commentaire, quel est votre prochain voyage prévu? Et lequel de ces 10 conseils vous a le plus surpris? À très vite.